Aujourd'hui, je vais reprendre dans cette vidéo les bases du langage mathématique. On va vraiment essayer de commencer du début, de reprendre les notations qu'on utilise tout le temps, que j'ai déjà utilisées dans les vidéos que j'ai fait avant sans vraiment expliquer, pour voilà, avoir des bases solides et stables pour qu'on comprenne bien et pour regarder la suite des vidéos en sachant bien de quoi je parle. Donc, à savoir que si vous avez déjà quelques notions de mathématiques, cette vidéo va peut-être vous ennuyer, bah, quelqu'un vous passez à la suivante, c'est pas grave. Donc voilà, nous allons donc faire rappeler les bases de la théorie des ensembles, c'est donc vraiment les fondements de notre travail, de nos connaissances en mathématiques. Alors, donc le langage mathématique, c'est l'ensemble des phrases qu'on écrit en mathématiques. Alors on ne dit pas une phrase en mathématiques, on dit une proposition. Alors qu'est-ce que c'est qu'une proposition? Eh bien c'est une phrase mathématique qui a la propriété d'être soit vraie, soit fausse. D'accord? Alors, bon, comme ça, on se dit, bah, c'est une phrase, si quelque chose, c'est soit vrai, soit faux. Eh ben, en fait, non, parce que voici quelques exemples. Donc, tout d'abord, vous voyez, si je dis cette phrase est fausse, bah, voilà, là, forcément, ça ne peut pas être vrai, parce que sinon, c'est que la phrase est fausse. Ça ne peut pas être fausse, sinon, c'est que la phrase est vraie. Ça s'appelle une phrase autoréférente. Bon, ok, on se dit, c'est possible, mais c'est un peu de la triche. C'est pas une phrase qu'on ferait dans la vraie vie. Par contre, la suivante, là, est plus subtile. Le barbier rase tous les hommes qui ne se rasent pas eux-mêmes. Bon, au début, on voit pas trop où est le problème. On se dit, bah oui, et alors? Bah, qui rase le barbier? Vous voyez? Si c'est lui-même qui se rase, donc c'est pas le barbier qui le rase. Mais si c'est le barbier qui le rase, enfin, vous voyez, c'est. S'il se rase pas lui-même, alors c'est le barbier qui doit le raser, mais si il se rase lui-même, alors c'est le barbier qui le rase. Donc il y a un problème. Alors, si j'ai mis cette phrase-là, c'est pas par hasard, parce qu'en fait, elle est à la base d'un paradoxe très important en mathématiques qui s'appelle le paradoxe de Russell, et qui a posé bien des problèmes pour définir vraiment les axiomes de la théorie des ensembles, et qui a notamment amené à conclure qu'on ne pouvait pas faire un ensemble avec tous les ensembles. Donc ça, c'est pas possible, avoir une théorie qui fonctionne avec cette hypothèse-là. Donc voilà, donc en mathématiques, il faut faire attention de faire des phrases qui ne sont soit vraies, soit fausses. Alors, vous allez me dire, d'accord, mais alors ça veut dire quoi vrai et faux? Donc ça, c'est un bon sujet pour la philo, et quand vous avez un sujet qui s'appelle «Qu'est-ce que la vérité?», il y a un paragraphe où vous devez parler de la vérité mathématique, c'est-à-dire c'est une vérité conventionnelle. On décide qu'il existe des vérités premières indiscutables. On appelle ça des axiomes. D'accord? Donc, on pose des vérités premières. On dit ça c'est vrai, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Et tout ce qui sera vrai plus tard, ce sera ce qui sera cohérent avec ce système de vérités premières, qui doivent être cohérentes entre elles évidemment, hein. Mais c'est-à-dire non contradictoires. Voilà. Donc, on pose un certain nombre de vérités premières et on bâtit, comme avec des Lego, des théories de plus en plus compliquées à partir de ces vérités premières. D'accord? Et je vous donne tout de suite un exemple de vérité première. Il existe un ensemble vide, voilà, et qu'on appelle l'ensemble vide, comme ça, c'est un ensemble qui ne contient aucun élément. Donc un des axiomes, c'est cette chose-là existe. On ne discute pas, c'est comme ça, c'est une vérité première. Ok, je vais vous en donner quelques autres hein, des axiomes de la théorie des ensembles qui sont relativement compréhensibles. Alors, donc, la théorie des ensembles, donc c'est formé d'ensembles. Donc un ensemble c'est quoi? C'est quelque chose qui c'est pas défini, hein, c'est un axiome. Il existe des choses qui s'appellent des ensembles, dans lesquels il y a des éléments qui sont en fait également des ensembles. Et tout est un ensemble en fait. Et la notation donc c'est pour dire que voilà l'élément x là est dans l'ensemble E ici. Et bien on note ça, x appartient à E avec ce E arrondi là, hein. D'accord, voilà, c'est x appartient à E. Donc voilà, c'est juste la notation, quand vous verrez plus tard, ce petit e, ça veut dire que ce qui est à gauche est un élément de ce qui est à droite. Ensuite, alors, l'espèce de petite boucle là, f inclus dans e, donc ça se lit, et ça signifie que tout élément de la partie f là est aussi un élément de l'ensemble e. C'est-à-dire que f est un sous-ensemble de e, si vous préférez. Donc voilà, on dit que c'est une partie plutôt que dire sous-ensemble, c'est plus court. Et l'ensemble des parties donc, de E, ça se note avec ce P arrondi, là souvent, P de E. Donc c'est l'ensemble de tous les sous-ensembles de E. Ok, on prend, voilà, on choisit quelques éléments, ou tous. Parmi eux, hop, on trouve un sous-ensemble, on appelle ça une partie. Ok. Alors, un autre axiome de la théorie des ensembles qui s'appelle l'axiome d'extensionnalité qui dit que si F est inclus dans E et E est inclus dans F, tiens, j'ai une faute de frappe, c'est pas grave, il fallait inverser les deux. Alors F égale E, autrement dit, deux ensembles sont égaux si et seulement si ils ont les mêmes éléments. Alors, si un ensemble il contient un nombre fini d'éléments, alors, en toute généralité, il faudrait définir ce que c'est qu'un ensemble infini, un ensemble fini, avec la notion de bijection, etc. Mais en vrai, ça veut dire que vous pouvez les compter et que vous arrêtez au bout d'un moment, hein.
Donc c'est exactement ce que vous représentez dans votre tête, un ensemble fini. Et donc le nombre d'éléments, c'est-à-dire le nombre auquel vous êtes arrivé en les comptant un par un, s'appelle le cardinal de l'ensemble. Et donc on le note carte de E ou dièse E pour les anglo-saxons, ils aiment bien le dièse. Alors, voilà, donc petit exercice, vous allez mettre sur pause pour réfléchir, le temps que vous voulez à ça. Je prends l'ensemble formé des nombres 0, 1, 2, 3, voilà, un ensemble à 4 éléments, et je vous demande de trouver déjà toutes les parties qu'il y a, et donc de les compter pour me donner le cardinal de P de E. Voilà, je vous laisse 5 secondes pour mettre sur pause. Même pas, je triche. Allez, hop, voilà la solution. Donc, P de E, j'ai essayé de regrouper les différentes parties. Alors voilà les parties, bon, il y a la partie vide, évidemment ici, hein, parce qu'elle est inclue dans toutes les... Elle est inclue dans tous les ensembles. Ensuite, les parties à un élément, donc 0, 1, 2, 3. Ensuite, donc ici, les parties à 2 éléments, voilà. Les parties à 3 éléments et la seule partie à 4 éléments, donc qui est l'ensemble lui-même entier. Et si on compte, comme il y en a, on trouve que le cardinal de P de E, c'est 16. Donc j'avais 4 éléments au début, j'ai trouvé 16 dans P de E. Alors est-ce qu'il y a une loi? Eh bien, en fait, oui. Donc je démontrerai dans une autre vidéo sur la récurrence, j'imagine. Enfin, j'ai prévu, voilà, en tout cas. Donc, c'est celle-ci. Donc, le cardinal de P de E, c'est égal à 2 puissance le cardinal de E. Si E est un ensemble fini, bien évidemment. Voilà cette formule. Donc là, il y avait 4 éléments. 2 puissance 4, ça fait 16. Donc, on retrouve ce qu'on vient d'observer pour 4 éléments. Et bien, ce que je prétends, c'est que ça marche tout le temps avec cette formule-là. Voilà. Alors, donc ensuite, nous avons donc deux autres symboles à voir. Tout d'abord, si je prends donc un ensemble oméga, deux sous-ensembles E et F de oméga. Alors, l'intersection, c'est l'ensemble des... C'est un ensemble qui est formé des éléments qui sont à la fois dans E et dans F. C'est-à-dire c'est la partie grisée en gris foncé ici. Hein. D'accord? Donc voilà, l'intersection, donc ça se note avec cette espèce de symbole en forme de pont. Là. Ça se lit E inter F, et donc ça représente les éléments qui sont à la fois dans E et dans F. Le gris foncé ici. Alors, un autre symbole, donc c'est le pont, mais alors à l'envers cette fois. Hein, cette fois, c'est un grand U, là. Donc, c'est l'union. Alors, l'union, donc c'est représenté, attention, il faut se méfier, c'est à la fois ceux qui sont soit dans E, soit dans F, soit dans les deux. C'est-à-dire que l'union, ça prend aussi l'intersection. Hein. Donc, c'est important, c'est en maths, souvent, on dit juste ceux qui sont dans E ou dans F, parce que justement, pour exprimer qu'en mathématiques, le OU, il est inclusif. C'est-à-dire si on est ou dans E ou dans F, on peut être dans les deux. C'est pas interdit, c'est pas soit l'un, soit l'autre. D'accord? Donc voilà, la réunion. Pourquoi ça s'appelle l'union? C'est ce que j'obtiens en faisant la réunion de tous ceux qui sont dans E, tous ceux qui sont dans F, je les mets tous ensemble, hop là, et l'ensemble que j'obtiens, c'est la réunion de E et de F. Voilà pour ça. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme ensemble de base? Alors, les premiers ensembles, voilà. Alors, on va admettre que les axiomes de la théorie des ensembles permettent de construire, de définir, de dire que ces choses-là existent. Donc l'ensemble des entiers naturels que vous connaissez depuis très longtemps, 0, 1, 2, 3, 4, 5, un des axiomes dit que ça existe. Voilà, on peut le construire à partir de l'ensemble vide, c'est un peu compliqué, mais on admettra que ça existe. Très bien. Et on a fait, vous avez bien vu quand vous étiez petit, vous pouvez faire plein de choses avec les entiers naturels. Rapidement, quand même, il arrive qu'on voit des problèmes. Par exemple, on ne peut pas se donner des choses plus qu'on en a. On ne peut pas avoir des découvertes à la banque. Vous voyez, on ne peut pas descendre plus bas que le rez-de-chaussée dans des ascenseurs si on n'a pas de nombre négatif. Donc, il y a des équations comme celle-ci, 5 plus x égale 2, qui n'ont pas de solution. Et donc, très rapidement, évidemment, on a défini l'ensemble des entiers relatifs, Z, qui est donc les ensembles formés de tous les nombres entiers, et moins ces nombres entiers-là, avec 0 au milieu. Voilà. Donc, là, on peut maintenant ajouter et soustraire n'importe quel nombre. Toutes ces équations, comme précédentes, ont toutes des solutions. Mais il y a encore des problèmes, parce que, voilà, par exemple, quel est le nombre qui multiplie par 5 fait 2? Ah, c'est pas possible, parce que 2, c'est pas dans la table de 5. Ça, c'est ce qu'on dit généralement en CE1, voire en CE2. Et eh bien, la solution à ça, c'était donc d'inventer les nombres rationnels. Alors, nombres rationnels, donc l'ensemble qui peuvent s'écrire sous forme de fractions, en fait, hein, donc avec un entier divisé par un entier différent de 0. C'est plus subtil qu'il n'y paraît, parce que deux fractions peuvent être différentes, pas le même numérateur, pas le même dénominateur, par exemple 2 sur 4 et 1 demi, et en fait c'est le même nombre rationnel. Donc cet ensemble des nombres rationnels est un peu plus subtil qu'il n'y paraît, parce qu'il n'est pas tout à fait pareil que l'ensemble des fractions. Parce que plusieurs fractions donnent le même nombre rationnel, vous voyez. Mais bon. Donc voilà, donc ça représente en fait les longueurs que je peux obtenir, vous voyez, en prenant un certain nombre d'unités, A, en coupant en B morceaux, B aussi grand que je veux, je peux couper en tant de morceaux que je veux, voilà toutes les longueurs que je peux obtenir comme ça. Et c'est pas si évident qu'il existe d'autres nombres que ça, hein, qu'on n'arrive pas à faire toutes les longueurs en prenant un mètre, en découpant en autant de parties qu'on veut.
C'est pas comme dans la vraie vie où c'est très compliqué, on ne peut pas couper au niveau des atomes et tout ça. En maths, on peut couper vraiment autant qu'on veut, quoi. On peut couper dans milliardième, de milliardième, de milliardième, de milliardième de fois, il n'y a pas de problème. Voir qu'on ne peut pas faire tous les nombres, toutes les longueurs avec ça, c'est pas si simple, hein. Donc ça va mériter une vidéo à soi tout seul, d'ailleurs, c'est aussi prévu un jour. Voir qu'il y a des nombres, par exemple, racine de 2, qui est la diagonale du carré de côté 1, donc c'est pas un nombre incroyable, hein. D'après Pythagore, ça vérifie x au carré égale 2. Et bien celui-là, il n'est pas une fraction. Alors, donc là, je ne vais pas le prouver, mais je vais essayer de vous convaincre autrement qu'il existe d'autres nombres. C'est que quand on pose une division quelconque, donc on fait une fraction, par exemple 20 sur 27, là je vous ai fait, voilà, donc si on la pose, on trouve que ça fait 0, 740, 740, 740, 740, 740, bon très bien. Eh bien, alors, est-ce que c'est un hasard ou pas? Eh bien, en fait, non, quand on pose une division, on obtient un reste qui est plus petit que le diviseur. Et on recommence, on rajoute un 0, on recommence, hop, on rajoute un 0, on recommence. Au bout d'un moment, les restes, là, qui sont les entiers plus petits que le diviseur, forcément, on va tomber 2 fois de suite sur le même, hein, puisqu'on n'a qu'un choix limité. Même quand je divise par 27, j'ai que 27 choix de restes là. Donc si j'obtiens 0, ça s'arrête. Bon. Et si j'obtiens jamais 0, au bout d'un moment, je vais obtenir 2 fois le même. Et donc ça veut dire que ça va boucler indéfiniment et que ça fera toujours la même chose. Et donc c'est pas étonnant que un nombre où j'écrirais avec un nombre entier quelconque et des décimales qui ne se répètent pas, ça existe. Et c'est pas là-dedans. Donc l'ensemble des nombres réels, c'est donc l'ensemble de tous les nombres que je peux écrire comme ça, donc avec un entier suivi d'une infinité de décimales, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, enfin bref, une infinité de décimales qui sont toutes entre 0 et 9. Et voilà, les nombres que j'obtiens, tous les nombres que je peux écrire comme ça, donc du coup il y en a d'autres, il y a pi, c'est pas clair, il faudrait le prouver que c'est vraiment pas un rationnel, mais les nombres qui s'écrivent comme ça, donc l'ensemble de tous les nombres comme ça s'appelle l'ensemble des nombres réels. Et alors, il y a encore des équations que je ne peux pas résoudre, parce que dans un nombre réel au carré, c'est positif, donc x au carré égale moins 2 n'a pas de solution. Diantre. Et donc là, on arrive à construire un autre nombre, un autre ensemble de nombres qui contient les réels, hein, parce que jusqu'à présent, tous les ensembles de nombres qu'on a vus sont inclus les uns dans les autres. Eh bien, c'est donc l'ensemble des nombres complexes, dont je parlerai également dans une autre vidéo. Alors, si vous ne les connaissez pas, c'est pas grave, vous le verrez plus tard, et sinon, ceux qui connaissent, voilà, vous savez, c'est la droite réelle est représentée ici en rouge, hein, l'ensemble des nombres réels, et puis cette fois, donc, je rajoute un nombre i qui est ici, et l'ensemble des nombres complexes sont l'ensemble de tous les points du plan, qui sont voilà, qui ont des coordonnées a et b, hein, donc que je peux noter a plus bi, et avec la fameuse relation i au carré égale moins 1. Hein, souvent qui pose problème, parce qu'on se dit mais c'est quoi ce i? C'est le nombre qui au carré vaut moins 1. Mais ça n'existe pas. Non, dans R ça n'existe pas. C'est pour ça qu'on a dû inventer autre chose. De même que 5x égale 2, ça n'existait pas dans les entiers. Il n'y a pas de nombre, donc on a inventé autre chose, les fractions. Eh bien c'est le même procédé intellectuel qui fait qu'on invente d'autres nombres qui vérifient ça. Et on en reparlera dans la vidéo sur les nombres complexes. Voilà. Ah, juste pour dire quand même pourquoi c'est bien les nombres complexes, c'est que ça s'arrête là. C'est-à-dire qu'il y a un théorème qui s'appelle fondamental de l'algèbre qui dit que pour les nombres complexes, n'importe quelle équation à coefficient à un nombre complexe polynomial admet des solutions. Donc il n'y a plus de problème, on n'a pas besoin de rajouter autre chose. Là, pour le coup, on n'arrivera pas à trouver l'équation polynomiale où il n'y a pas de solution. Donc c'est pour ça que les nombres complexes sont si utiles. Ensuite, alors comment je peux construire les ensembles? Eh bien, si j'ai une proposition, donc quelque chose qui dépend de certains éléments de x, donc x positif, x négatif, x plus grand que 2, enfin ce genre de choses, hein, eh bien on peut définir, donc c'est un des axiomes, il dit vous pouvez définir une sous-partie comme ceux qui vérifient les x tels que la proposition p de x soit vraie. Et ça se note comme ça, donc surtout la notation qui m'intéresse, on dit, voilà, ça c'est la sous-ensemble de E, les éléments de x dans E qui vérifient p de x. Autrement dit, ça c'est tel que la propriété p de x soit vraie. Donc prenons des exemples très simples là. Donc l'ensemble des x réels tels que x est positif, eh bien c'est donc R+, et l'ensemble des x réels non nuls, c'est donc R étoile. Voilà, donc deux exemples parmi d'autres. Alors, maintenant, prenons F, donc une partie qui est incluse dans un espace E. Alors, eh bien, si je prends le sous-ensemble formé de tous ceux qui ne sont pas dans F, donc tout ce qui reste, voilà, donc là j'ai F, tous les autres, ça s'appelle le complémentaire de F dans E, et ça se note alors donc soit E privé de F, comme ça se lit E privé de F, soit ça se note complémentaire dans E de F. Ça dépend un peu des ouvrages, des trucs, donc voilà, autant vous donner deux notations, moi je vais plutôt utiliser celle-là, là, E privé de F. Pourquoi? Parce qu'en fait, si E est un ensemble fini, donc forcément F est un sous-ensemble fini aussi, parce qu'il est inclus dedans, eh bien le cardinal de E privé de F, eh bien c'est le cardinal de E moins le cardinal de F. Donc vous voyez, ça fait penser un peu à E moins F, là, cette formule, et donc on retrouve cette formule-là. Hein, pourquoi? Parce que forcément, les éléments de F plus les éléments de E inter F, ça fait tout le monde. Parce que par définition, le complémentaire, c'est tous ceux qui ne sont pas dans F. Donc quand je prends la réunion de F et de E, union privée de F, ça fait tout E. Voilà. Ensuite, alors, un ensemble plutôt rigolo, et qui n'est pas très simple à comprendre éventuellement, c'est le produit cartésien d'ensemble. Alors, pour illustrer ça, je vous ai pris trois ensembles.
un ensemble avec 4 chapeaux, un ensemble avec 2 vestes et un ensemble avec 3 pantalons. Alors, le produit cartésien C, croix V, croix P, c'est l'ensemble des tenues. C'est-à-dire, ça va être un élément, ça va être un triplet, chapeau, veste, pantalon. Par exemple, pantalon jaune, veste marron, pantalon bleu. Cet ensemble, c'est 3 à la fois, ce triplet, vous voyez, c'est pas comme un couple avec 3 éléments. Hein. Ce triplet de trucs, c'est un élément du produit cartésien. Vous voyez, donc là, en l'occurrence, hein, c'est l'ensemble des tenues. Donc vous voyez, j'ai 4 choix pour le pantalon, 2 pour le truc et pour la veste et 3 pour le pantalon. Ça fait 4 pour le chapeau, 2 pour la veste, 3 pour le pantalon, je vais y arriver, ça fait 4 x 2 x 3, 24 tenues différentes, et donc le produit cartésien là va avoir 24 éléments qui seront chacun une tenue. Ok, donc voilà, de façon plus formelle, le produit cartésien de deux ensembles E et F, bah, c'est l'ensemble des couples EF, avec le premier E qui est dans l'ensemble E et F qui est dans l'ensemble F. Alors, si E et F sont les ensembles finis, encore, comment on peut compter tout ça? Eh bien, là, la formule est relativement simple et on comprend pourquoi encore on prend cette notation E croix F, hein, ça ressemble, parce que c'est le cardinal de E multiplié par le cardinal de F. Et alors, comment on peut s'en convaincre? Eh bien, simplement en regardant ce tableau, vous voyez, l'ensemble des éléments du produit cartésien correspondent aux ensembles de cases du tableau. Et donc, comme j'ai là, par exemple, P éléments dans F, donc P ligne, et N éléments dans E, donc N colonnes, eh bien, le nombre de cases du tableau, c'est N fois P. Hein, comme chacun sait, et donc voilà, ça prouve cette égalité-là. Ok, alors là où c'est utile, enfin, entre autres aussi, c'est quand on fait le produit de E par lui-même, donc l'ensemble des coupes d'éléments de E, ça s'appelle E au carré, et ainsi de suite. Si je prends E croix E, ça se note E au cube, etc. Et donc là où vous l'avez déjà vu normalement, c'est que R2, par exemple, vous savez bien qu'on note R2 l'ensemble des points du plan, ou des vecteurs du plan, c'est-à-dire l'ensemble des choses que je peux définir avec deux coordonnées dans le plan, hein, avec un couple XY de coordonnées. Donc je peux définir un vecteur du plan, ou un point du plan. Alors pourquoi on préfère les vecteurs en mathématiques? Souvent, c'est parce qu'on peut les ajouter. Vous voyez, alors que des points du plan, on ne peut pas en faire grand-chose. Alors que les vecteurs, XY plus AB, hop, c'est X plus A, Y plus B, je peux ajouter les vecteurs, tout ça, donc voilà. Si je prends R au cube, donc R croix R, c'est l'ensemble des choses à 3 coordonnées, 3 nombres réels, hein, les triplets X, Y, Z, et donc ça peut représenter les vecteurs de l'espace à 3 dimensions. Et donc là, on voit qu'on peut facilement définir des espaces à autant de dimensions qu'on veut, simplement en rajoutant des coordonnées. Et donc, R puissance n, c'est l'ensemble des vecteurs de l'espace à n dimensions. Alors, on n'arrive plus à se faire des images mentales, mais les calculs vont être rigoureusement les mêmes qu'à 3 dimensions. Juste, il y a plus de coordonnées, quoi. Voilà, eh bien, je vous remercie pour votre attention. C'est tout pour cette vidéo. Il y en a d'autres qui vont à suivre sur le langage mathématique. Hein. Je vous incite à les regarder si celle-là vous a plu. Et puis, n'hésitez pas à mettre des commentaires hein, si vous avez quelque chose à dire. Merci beaucoup et au revoir.